Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Au début de l'année 1906, la presse péruvienne fait état de la disparition inexpliquée d'un explorateur français dans la région de Putumayo, l'une des zones les plus reculées du pays, dans la partie nord de la forêt amazonienne. Il aurait été victime d'Indiens cannibales. Cet explorateur, âgé de 33 ans, c'est Eugène Robuchon, un Vendéen qui parcourt l'Amérique du Sud depuis de nombreuses années. Et c'est son histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Eugène est issu d'une illustre famille de Fontenay-le-Comte, puisqu'il n'est autre que le fils aîné de Jules Robuchon, un pionnier de la photographie à qui l'on doit des milliers de clichés de l'ouest de la France. Son frère, Gabriel, est quant à lui connu sous le nom de Mérovac, un artiste de renommée internationale, surnommé le peintre des cathédrales. C'est dans cette atmosphère artistique qu'Eugène grandit. Dès son plus jeune âge, il assiste son père dans l'exploration de la région et participe à la création d'illustrations pour l'œuvre majeure de ce dernier, les 13 volumes de paysages et monuments du Poitou. Mais Eugène a des envies d'ailleurs. Fasciné par les personnages de Jules Verne, il rêve d'aventures avec un grand A et de voyages extraordinaires. Abandonnant ses études aux Beaux-Arts de Paris, il s'embarque pour l'Amérique du Sud en juin 1893, et plus précisément pour Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Il y retrouve des négociants français, amis de la famille, pour qui il travaille le temps d'apprendre la langue et les coutumes locales. En 1896, âgé de 24 ans, il décroche un contrat avec le New York Herald, un journal à grand tirage américain qui par le passé a financé plusieurs expéditions en Afrique et en Arctique. Tel un nouveau Phileas Fogg, partant de Montevideo, il doit rejoindre New York à pied et à cheval en moins d'un an, jour pour jour, tout en relatant son voyage semaine après semaine. Le 16 février 1896, il part de la Plaza de la Independencia devant une foule de curieux. Son équipement, une tente de campagne, quelques valises, un journal de voyage et son chien. Son périple le mène tout d'abord à Buenos Aires, en Argentine, d'où il rejoint la cordillère des Andes avant d'arriver au port de Valparaiso au Chili. Il prend ensuite la direction du nord, traversant ensuite le désert d'Atacama, puis la Bolivie. Mes recherches ne m'ont pas permis de savoir si Eugène avait réussi le défi lancé par le journal américain. Ce qui est sûr, c'est que l'on retrouve Eugène en Bolivie en novembre 1897. Le président de la République bolivienne, en personne, lui a confié une nouvelle mission, établir un fort et un poste de douane à la frontière avec le Pérou, près du rio Manuripe, un affluent de l'Amazone. Il y passe de nombreuses années, dirigeant les travaux de déboisement et observant les tribus locales, plutôt pacifiques, à l'exception des Guayaraos, en guerre perpétuelle avec leurs voisins. Il tombe d'ailleurs amoureux de l'une de leurs victimes, une jeune indienne Cavignas de 14 ans, dont la famille a été massacrée. Blessé dans une escarmouche avec les inévitables Guarayos, Eugène décide de rentrer en France en 1902, accompagné de celle que l'on appelle désormais Hortensia. Il l'épouse à Poitiers. Pendant un an, il donne de nombreuses conférences sur ses voyages et devient membre de plusieurs sociétés géographiques françaises. Mais l'Amérique du Sud lui manque, et en 1903, le couple repart s'installer au Brésil, avec le projet de monter des explorations plus ambitieuses. Il en a les moyens, puisqu'il a le soutien financier et matériel de la Société de géographie, du Muséum d'histoire naturelle et du ministère de l'Éducation. À peine arrivé, Eugène fait la connaissance d'un riche négociant, Julio César Arana. Grâce à ses relations avec le gouvernement péruvien, ce nouvel ami permet à Eugène de se voir confier une mission exploratoire des régions de l'Igarapana, de Casaparana et de Putumayo. L'objectif est d'étudier la possibilité d'exploiter le caoutchouc de la région. Notre explorateur vendéen sillonne la région pendant de nombreux mois. En 1904, il rachète une fillette de 9 ans à un chef indien, celle-ci étant apparemment destinée à être mangée dans une fête locale. Il l'adopte. Comme on le voit, la région n'est pas sans risque. Pressent-il ce danger ? En septembre 1905, il renvoie sa femme et sa fille en France avant de se lancer dans une nouvelle expédition dans le bassin du Putumayo. Il n'en reviendra jamais. Les recherches ne permettront de retrouver que quelques effets personnels. Très vite, la version officielle évoque une rencontre fatale avec les Indiens cannibales de la tribu des Huitotos, une tribu avec laquelle Eugène entretenait pourtant des bonnes relations. D'autres sources évoquent le naufrage de son bateau d'exploration. Mais une autre hypothèse, volontairement cachée à l'époque, rendrait les sociétés d'exploitation du caoutchouc responsables de la mort d'Eugène. Celui-ci aurait en effet réalisé des photos compromettantes des atrocités commises par ces entreprises sur les tribus locales. Eugène était devenu un témoin gênant. Comme pour Philippe de Dieuleveux au Zaïre, on ne saura probablement jamais la vérité. C'est tout pour aujourd'hui, je vais relire L'oreille cassée de Tintin. C'était Sébastien, de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.